Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes dimanche matin et j'ai des trucs à vous dire concernant des réceptions, des futures lectures et des lectures passées d'hier soir. On va commencer par la réception de la semaine, enfin de la fin de semaine, qui s'appelle La couleur du froid de Jean Krug. Chez Pocket, il sort... Non, il sort le 18. Il sort le 18. Il est assez gros, il fait 600 pages. C'est un roman de science-fiction qui se passe en 2070. À l'encontre des prévisions scientifiques, le changement climatique s'est brutalement inversé. Les températures chutent et les économies vacillent. Mila Stenson, héritière d'une multinationale tentaculaire fondée sur le réchauffement mondial, se retrouve soudain en proie à des rêves étranges, récits passés de la conquête antarctique, jusqu'à ce qu'un message détecté dans la glace et rédigé dans une langue inconnue lui parvienne. Accompagnée par Valda Kalic, une climatologue maladroite et brillante, et Paul Daman, un technicien polaire rongé par son passé, Mila Stenson décide de répondre à l'appel austral. Ce continent mystérieux et ses esprits de glace révéleront-ils tous leurs secrets? Il a des très bons retours. Voilà, alors, je le connais pas, moi. Alors, il a fait Le Chant des glaces et Cité... Ah, si, Cité d'Ivoire. Si, ça me dit quelque chose, Cité d'Ivoire. Où est-ce que j'ai vu Cité d'Ivoire? Je sais plus. Prix Utopial. Ok, très bien. Donc, merci Pocket, il est assez beau. J'aime bien la couverture, elle est jolie. Voilà, donc il sort le 18. Et sinon, pas de réception. Donc ma prochaine lecture papier roman va être Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle, que je lis en lecture commune avec Audrey Boukine. Il est pas très long, il fait 320 pages. 330 pages, allez. Donc je commence demain, finalement. On va le commencer demain, je pense que je pourrais. J'avais dit mardi, mais en fait, je pourrais le commencer demain. Et ensuite, je lis La honte de Arthur Tuominen, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, celui-ci. Et sinon, hier, je suis allée à la médiathèque récupérer des mangas. Récupérer plein de mangas. Plein. Et celui-là aussi. Mais c'est un tome 2, donc je ne l'ai pas lu. Et c'est tout, enfin c'est déjà beaucoup, mais tout n'était pas arrivé, parce que le tome 1 n'était pas arrivé, et il y avait autre chose, j'avais l'impression. 2, 4, 6, ah non, 7, 8, c'est ça, il y en avait 8. Et 9 que j'avais réservé, donc il manque juste le tome 1. Donc je me suis mis à jour de L'Enfant et le Maudit. J'ai lu hier dans mon bain le tome 5 et 6, et j'étais deg de ne pas avoir lu le 7, parce que le 6 se finit sur une révélation, enfin sur un événement très important, et on veut savoir la suite. Donc je vais réserver ce matin le tome 7 et 8, donc à faire. Comme ça, c'est fait. Donc ces deux-là sont lus. Je suis bien contente parce que j'avais lu le 5, mais je m'en rappelais un peu. Mais je pense que j'avais dû le commencer peut-être parce que la fin ne disait rien du tout. On découvre d'autres personnages en lien avec cette histoire-là. Je peux même pas vous lire les résumés. C'est l'histoire d'une petite fille, je crois, et d'un maudit, en fait, une espèce de monstre qui veut la protéger. Et on se doute que cette petite fille est très 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 précieuse, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, on commence à découvrir pourquoi au tome 5. C'est très intéressant, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les dessins. Peut-être pas bien voir là, mais j'aime beaucoup la noirceur du truc, sans que ça soit forcément très noir. Mais enfin, c'est très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et j'ai aussi commencé et puis laissé tomber River End Café, tome 1. J'avais emprunté le 2, mais finalement je ne le lirai pas. Ça me tente pas. Voilà, alors j'adore les dessins. Il y a un dessin que j'aime beaucoup du gars. Voilà. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les traits en fait. Il y a eu un grand tremblement de terre en 2011 bien sûr, et elle va tomber, cette jeune femme qui s'appelle Saki, qui est lycéenne, elle va tomber sur un café un peu bizarre, au propriétaire un peu bizarre aussi, comme je vous l'ai montré, et va se nouer une espèce de, pas d'amitié, mais de connaissance commune, voilà. Et puis le café est visiblement un peu mystérieux, mais comme je n'ai lu que le tome 1, voilà, j'ai pas trop envie de continuer, voilà. Il est bien, hein, mais non, ça me tentait pas plus que ça. Il y a un côté un peu perché. Je crois que j'ai envie aussi de retrouver des mangas et des séries qui se passent un peu au lycée. J'avais lu High School Girls il y a longtemps. J'ai lu... attendez, je regarde. Alors, Ottoman, pas trop. Sweet Girl, pas trop. Mais dans ce genre-là, j'avais beaucoup aimé. Le Monde selon Uchu, j'avais beaucoup aimé. Ouais, les autres, je sais pas trop. Paradise Kiss, enfin les Ai Azawa.
J'étais fan d'Aiyazawa pour Paradise Kiss et Je ne suis pas un ange. J'ai tous les tomes. Il faudrait que je les relise. J'aimerais beaucoup relire Je ne suis pas un ange. Et puis Nana, continuer Nana. Mais je suis contente de me renouveler un petit peu, de continuer certaines séries, donc ça c'est bien. Donc River and Café, voilà. Il est bien, mais voilà, il m'a pas convaincu. Et j'ai continué aussi Isabella Bird, j'ai relu le 7, et là aussi, je me suis rendu compte que j'étais un peu lassée par cette série. C'est pas grave, j'ai fait le tour. J'ai beaucoup moins l'engouement qu'au début, où vraiment elle découvre le Japon en tant que femme, en tant qu'exploratrice. C'est très intéressant, les dessins sont très beaux, enfin, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça, c'est très bien. Mais non, j'ai plus envie. Voilà. Donc j'ai pris le 7 et finalement je le lirai pas. Mais voilà, je suis contente, j'ai lu les 7 premiers. Je crois que c'est une saga qui est toujours en cours. Il me semble qu'il y en a 14, 15 peut-être plus. Mais vraiment une très très belle série. Voilà. Et là, ah oui, j'ai Arte que j'avais emprunté, mais je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai emprunté aussi donc Spirale de Junji Ito, que je viens de commencer à peine. Et qui va me faire, je pense, quelques jours. Et puis voilà, j'ai juste commencé, page 14. Et il en fait, c'était une... Waouh, je joue le truc, je tombe sur un truc affreux. Affreux, je ne vais pas vous le montrer. C'est absolument abominable. Il fait 600 pages, le truc. 600 pages, un manga. Donc, très intriguée. Et très très hâte de le continuer. Voilà, il fera... je sais pas, non, je vais pas commencer les Vengeurs de nuit aujourd'hui. Je vais peut-être continuer un peu Spirale, là. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas de montre. Il doit être 9h quelque chose. Et puis voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vous retrouve dans la semaine, bien sûr, un peu plus tard. Nous sommes lundi midi et je reviens du petit déjeuner Babelio, mois de l'imaginaire. J'ai pu avoir le catalogue du mois de l'imaginaire. Il y avait 32 éditeurs. Alors, peut-être pas présents, mais en tout cas, dans ce guide-là, il y a 32 éditeurs. Tout ça qui publient de l'imaginaire. Alors, le mois de l'imaginaire, c'est en octobre et cette année, c'est la 9e année consécutive. L'imaginaire, donc c'est SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, romantasy, plein de trucs. Mais bon, c'est surtout fantasy, fantastique, science-fiction. 32 éditeurs, c'est ça, blablabla, blablabla. Donc voilà, alors, je vais pas tout vous montrer, mais clairement, il y a des titres qui me font hyper envie. Il y a des titres chez Argile notamment qui me tentent. Il y a un titre qui s'appelle Des ombres sur le foyer de Judith Merril, qui est un classique oublié de la science-fiction américaine d'après la Seconde Guerre mondiale. Je vais un tout petit peu me renseigner, je vais justement aller sur Babelio. Des ombres sur le foyer. Il sort le 3 octobre. Des ombres sur le foyer. J'aime beaucoup la couverture. Il fait 300 pages et il est sorti je sais pas trop quand. Voilà. mais voilà, il a l'air cool. 1950, les États-Unis subissent une attaque nucléaire sur leur territoire. Dans ce chaos, une femme au foyer tente de s'organiser pour préserver ses 2 filles, tandis que le père, parti à la ville, n'est jamais rentré. Voilà, il fait 320 pages. Je n'en sais pas plus, je connais pas du tout la plume, mais il me tente. J'aime beaucoup, j'adore la couverture de Briser les os aussi. Je la trouve superbe. Donc les titres chez Argile me tentent. Il y a un nouveau Vincent Tassi qui est sorti le 15 mai, qui s'appelle Festin de larmes. La plume de Vincent Tassi est très très belle. Moi je l'avais lu il y a longtemps dans le cadre du Plib, je crois. Et là on est avec un roman vampire, clairement axé vampire. On est à la Nouvelle-Orléans en 1856. Voilà. Aubray ou Audrey, peut-être une faute de frappe, je ne sais pas, ou peut-être Aubray. Aubray Claire a tout perdu, sa sœur est morte de maladie, son père s'est réfugié dans les paradis artificiels et sa mère dépérit. Elle ne semble revivre que lorsqu'elle reçoit un bien mystérieux marquis le soir. Morgane Cossarieux et Vincent Tassi, auteurs spécialistes des vampires, nous en font découvrir ici une autre facette encore plus terrible. Voilà, il y a beaucoup de titres, je ne vais pas tout vous dire. Mais par contre, il y a aussi Model Home de River Solomon qui me tente de fou. J'ai discuté avec le monsieur des Forges du Vulcain qui s'appelle... avec une barbe. Voilà. Fred, peut-être Fred. Super gentil, on a parlé de ça. Et apparemment, c'est le River Solomon qui serait le plus accessible. Donc pour moi qui lis peu de SFFF, je pense que c'est bien.
Donc voilà, il est sorti le 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a plein, plein. Je vous mets ça parce que peut-être que ça peut vous parler sur des titres, sur des couvertures. Voilà, il y a de tout, il y a plein de maisons d'édition, c'est un truc de fou. Il y a même de la jeunesse. Alors celui-là me tente, dingue. Celui-là me tente beaucoup. Il était sur la table, je ne l'ai pas pris parce que je me dis non, c'est mal. Donc je ne l'ai pas pris. Hop, voilà. Mais il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Là, on a 2 Saxus et même l'École des loisirs qui vont publier ou qui publient de l'imaginaire. On a Folio SF et Glénat. Alors Glénat, c'est plutôt manga, donc je ne sais pas si c'est des mangas. Bande dessinée. Bande dessinée, donc peut-être juste bande dessinée. Les humanoïdes associés, j'ai lu des maisons d'édition qu'on connaît dans le domaine de la SFFF. La Talente, bien sûr, et l'Alchimiste. Il y avait le monsieur aussi de la Talente, mais je ne lui ai pas parlé. L'Homme sans nom, La Volte. Les 2 titres de La Volte ont l'air vraiment chouettes. Surtout celui-là, La Grande Verdure, qui a l'air hyper féministe. Voilà. Le Bélial et le livre de poche. Je vous laisse faire pause, hein, bien sûr, pour voir s'il y a des titres qui vous tentent. Ça, c'est quoi? Lorestone et Au rayon imaginaire. C'est vraiment des trucs que je connais pas du tout. Et ce qui est bien, Rivage et Mnemos. Plume Blanche et Pocket. Alors, Pocket Noblesse oblige me tente assez, j'avoue. Il est sorti en septembre. Rajo et Robert Laffont. Du coup, il faudra que je regarde ça parce que c'est Camille de Robert Laffont qui m'a invité. Donc, je suis assez intéressée. Et c'est quoi cette maison d'édition? Je ne connais pas. Ah, c'est un T, mais on ne voit pas. Maison d'édition féminine et féministe bretonne promouvant les lectures de l'imaginaire. Alors là, j'avoue, j'ai pas regardé, mais je vais regarder. Et Scrinéo. Voilà, donc il y en a plein. Et c'est trop bien. Et en plus, ils nous ont donné quelques chiffres qui étaient assez intéressants. Le livre le plus chroniqué en 2025, c'est Qui après vous vivez ou vivrez. C'est un titre de chez Rivage. Sinon, les plus grosses ventes, c'est en 2025 en poche Conte de fées de King, qui me tente beaucoup. Ensuite, on a Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, je crois, et La horde du contrevent de Alain Damasio. Ça, c'est pour les poches. Pour les grands formats, on a La maison des feuilles. C'était déjà dans le top 3 en 2024. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture. Il se lit dans tous les sens. Il est très complexe. Il me fait très peur. Il y en a un autre sur... je sais pas quoi. Ça a l'air d'être une réécriture d'un conte, je crois. Peut-être La petite sirène, je sais plus. Et le troisième, c'est La valse des âmes de Bernard Werber. Voilà. Des âmes ou des arbres? Non, des âmes. Voilà, donc ça c'est pour les grands formats les plus vendus. Sinon, en fantasy, on a plus 11%. Je vous donne les chiffres, même si je ne connais pas tout, peut-être que ça en intéresse certaines. Plus 11% au niveau des chiffres en grand format et 27% en SF. Moins 27% en SF, pardon. SF poche, moins 15%, mais fantastique, plus 70% parce qu'il y a le King, conte de fées, qui est placé en imaginaire, alors que le précédent était placé en thriller, voilà, roman noir. Fantasy plus 4. Et il y a 27 médias qui parlent d'imaginaire, mais Libération est le seul média spécialisé en imaginaire. Donc c'est cool. Alors je sais que Libé fait un truc spécial polar aussi, donc il faudrait que je vois un petit peu au niveau imaginaire ce qu'il propose. Mais voilà, je serais curieuse de lire un peu ce qui se fait, parce que je suis curieuse, je suis un peu éclectique en lecture, et c'est ça justement que vous aimez bien. Et du coup en imaginaire, je suis assez curieuse de découvrir des titres. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui bosse pour les bibliothèques de Paris, qui très gentiment a discuté un peu avec moi et qui m'a donné 2-3 titres justement qui ont l'air trop bien. Notamment Un éclat de givre de Estelle Faye qui a l'air top. Alors je le connais, je le vois passer depuis très longtemps, vraiment très longtemps. Quand il était sorti, j'ai vu au Mouton électrique, il est sorti en 2014 je crois. Et en fait, j'ai dû le voir passer à partir de 2016-2017 je pense. Après il est sorti en folio, tout ça, il y a une édition collector qui est sortie, je le vois, qui me tente pas mal. Et elle m'a donné aussi le nom de La dernière geste de Morgan of Glencoe, voilà, qui est une saga. Et les deux se passent à Paris en fait, c'est un peu un Paris dystopique. Et j'aime bien parce que moi j'aime bien le Paris des merveilles, tout ça, et c'est cool, donc elle m'a recommandé ces 2 titres-là. Un éclat de givre, franchement, je suis à ça de l'emprunter à la médiathèque, parce que je sais qu'il est à la médiathèque. C'est sûr, enfin, éclat de givre, je suis sûre que si je le cherche, je vais le trouver.
Pas du tout. Mais non. Ah. Estelle Faye. Vous connaissez Estelle Faye? Vous avez déjà lu? Elle en a écrit plein. Ah, c'est elle qui a écrit Les Ombres de Willow Thorne, machin. Je l'ai vu passer en fin d'année. Il a l'air trop bien. Il est jaspé en plus. Il a l'air trop trop beau. Elle en a écrit vraiment, vraiment beaucoup, en fait. Elle en a écrit plein. Ah, Sanoé, illustré par Sanoé. Arcadia. Les magies de l'archipel, qui a l'air plutôt jeunesse. Elle en a écrit juste beaucoup trop, en fait. Mais un éclat de givre me tentait parce que c'est sur Paris. Donc enfin, ça se passe à Paris. Et en fait, la fille avec qui j'ai discuté m'a dit, moi j'ai eu pendant plusieurs mois le filtre de ce Paris-là quand je me baladais dans Paris. Donc ça m'intrigue, ça m'intéresse bien sûr. Blablabla. Et là, il y en a un qui s'appelle Un reflet de lune. Je me demande si ça peut pas être la suite, parce que quand je vois ActuSF et l'édition collector, ça ressemble vachement à l'édition collector de Un éclat de givre. Et elle en a écrit vraiment beaucoup, en fait, qui ont l'air trop bien. Enfin, qui ont l'air trop bien. Je me base sur un titre et une couverture, donc ça ne veut absolument rien dire. Mais en même temps, L'île au manoir. C'est cool, L'île au manoir. Ça donne envie. Peut-être c'est de la jeunesse, Les guerriers de glace. Ah, Les nuages de Magellan, ouais, j'avais vu. Les seigneurs de Bohême aussi. La voix des oracles, j'avais vu aussi. Un éclat de givre. Eh ben, pourquoi il m'a pas trouvé? Où trouver ce document? Il est disponible, mais il est en grand format. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Un siècle après l'apocalypse, seuls quelques vides ont survécu sur Terre. Paris surpeuplée, étouffante, est l'une d'entre elles. Chet, 23 ans, il chante du jazz dans les caves quand il ne multiplie pas les histoires de cœur ou les occupations plus ou moins légales. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais le garder dans ma tête. Et puis ça sera bien. Voilà, en tout cas, c'était hyper intéressant et ça me donne clairement envie de lire de la SFFF, même si je ne lis pas ça parce qu'en ce moment, j'ai commencé Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle, qui est très beau, qui est très bien écrit, qui se passe entre le Canada et le Japon et j'aime bien le style. Donc je ne peux pas vous en dire trop parce que là, j'ai lu que 60 pages, mais je vous débrieferai quand je l'aurai terminé. En tout cas, merci beaucoup Camille de Robert Laffont pour m'avoir invité à ce petit déj parce que ça nous ouvre pas mal de portes. Quand moi je lis très peu de littérature de l'imaginaire, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont faites et finalement peu de choses mises en avant, à part les gros titres. Ils ont parlé de Dune, ils ont parlé de Le problème à trois corps, parce que ça, il y a eu des adaptations en fait, donc forcément il y a eu une grosse hausse des ventes, mais c'est faussé parce que les ventes montent après l'adaptation, donc on ne sait pas si à l'origine les gens l'ont acheté, enfin si on sait sûrement, mais moi je ne sais pas au niveau des chiffres comment ça se passait, mais j'imagine que bien sûr il y a eu un boom des ventes depuis les adaptations. C'est le principe en général, parce que on voit un bouquin et puis on se dit ah c'est adapté d'un livre, vite 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 on va acheter le livre. Ça se passe souvent comme ça, mais là c'est vrai qu'au niveau de l'imaginaire, alors j'ai noté il y a 3,85% de représentation de l'imaginaire dans les titres chroniqués. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était ça. C'est très très peu en fait. Donc par exemple Libération, j'ai cherché Libération, imaginaire, lecture et littérature, imaginaire, de l'imaginaire, 2021, c'est pas ça. 2024, peut-être 2024. Culture, je pense qu'il y a pas mal de trucs livres. Ah oui, il y a des newsletters. Il y a peut-être une newsletter Libé Matin, c'est pas ça. Libé Culture. Non, c'est pas ça. Vécu, Libé America, Libé Féministe, la newsletter féministe et genre de Libération, pas mal. Libé Polar, voilà, ça je connais. Le club Libé, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je sais pas. Je sais pas où je peux trouver ça. Je sais pas si vous connaissez. Alors, il y a un média que j'aime bien aussi. Le gars était là, d'ailleurs, c'est Actualité. Mais l'IT, L-I-T-T-E-S. Que j'ai en raccourci sur le téléphone. Et pourquoi je le trouve pas? Bref. Et c'est un site qui parle de toute l'actualité du livre, peu importe sa forme, peu importe son genre, peu importe... pourquoi je ne trouve pas Actualité? Voilà, Actualité. Donc c'est un gros site que donc effectivement moi j'ai sur le téléphone
Et par exemple, là, il y a le prix Maya 2026, le pavillon pirate de One Piece, voilà plus de 5 mois qu'il pleut sur les livres de la bibliothèque, 3 petits points. Illinois, les prisonniers privés de livres envoyés par leurs proches. Netflix, on a déniché l'ultime combo pour les fans de manga et de jeux vidéo. Bref, il y a plein de trucs, il y a des classements, il y a des chroniques, il y a plein de chroniques, donc ça c'est cool aussi. Donc, comme le gars de l'actualité était là, je pense qu'il y aura un petit article sur ce petit déjeuner-là. 278 000 jeunes de 18 à 29 ans sont en situation d'illettrisme. Voilà, donc c'est des sujets aussi de société qui sont en lien avec le livre, la lecture, la littérature. Là, il parle de Editis aussi, il parle de plein de trucs en fait. Donc c'est cool, et j'aime bien parce que ça élargit un petit peu le panel de tout ce qui peut se faire, et en littérature, et aussi du coup en littérature de l'imaginaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment, et c'était hyper intéressant de discuter avec les gens qui sont dedans, vraiment dans la littérature de l'imaginaire, et ça me tente beaucoup. Voilà. Donc je vous disais que je suis dans les Mangeurs de nuit de Marie Charelle, je vais le continuer aujourd'hui, je reprends le boulot aujourd'hui, et je vais aller en transport, donc pouvoir l'avancer. Il fait 330 pages. Donc possiblement, demain je fais quoi? Peut-être demain je peux le finir. Oh, si je le finis demain, c'est cool. Mais du coup, j'ai envie de lire de la SFF après. J'ai rien sous les mains, sous les yeux, sous la dent. Mais le River Solomon me tente beaucoup. Donc... Et en plus, il était dans la wishlist. River Solomon. Achou. Pardon. Pardon. Il fait combien de pages ce truc-là? C'est pas écrit. C'est écrit là. Suis-je bête? 340. 340. Si je me motive, je peux aller chez Majo pour l'acheter. À voir. À voir. Mais bon, ça me tente de fou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gars des Forges du Vulcain m'a dit qu'il y avait un côté Stephen King de Shining, enfin Shining de Stephen King. Ça m'a beaucoup plu qu'il dise Stephen King d'ailleurs, pas Stephen King. Donc ça me tente énormément, bien entendu. Voilà, je vous laisse là et je vous retrouve peut-être demain, peut-être mercredi, je ne sais pas. On est mardi et je vous prends car j'ai 2 choses dans la boîte aux lettres. J'ai presque fini les Mangeurs de nuit et après j'enchaîne avec la honte, mais je vous ferai un débrief des Mangeurs de nuit. Donc j'ai un colis, je ne sais pas d'où ça vient. Ah bah très bien, voilà. Il est trop beau, il est très très beau. C'est le dernier train pour Kamakura de Takeshi Murase chez Nami, best-seller international, 500 000 exemplaires vendus. Je l'ai bien aimé. Il sort quand déjà? Il sort quand? Nami. Et c'est fini, Nami. Ça y est. Hop, dernier train pour Kamakura. Il sort le 25. Dans une dizaine de jours. Il est très très beau. Il est très beau. Il est un peu dur à lire, mais il est très beau. Ça, c'est mon fond d'écran actuel d'ordinateur. Parce que grâce à la newsletter, on peut avoir des fonds d'ordinateur chaque mois, avec des fonds d'amis. Et je trouve les couvertures toujours très jolies et j'aime bien. Donc j'ai le fond d'écran. Je ne sais pas s'il y a mon avis, je pense pas. Je pense que ça n'a pas été un assez grand coup de cœur pour qu'on le mette, mais c'est pas grave. Il y a Louise qui dit un doux coup de cœur pour ce roman qui se dévore d'une seule traite, beau et poétique. Les Chroniques de Béret qui dit coup de cœur ultime, j'ai refermé ce livre les larmes aux yeux. Vie de livre qui dit un livre qui aborde le deuil avec justesse et poésie. À travers ce roman délicat, Takeshi Murase parvient à transmettre un message d'espoir. Voilà, c'était un très beau texte. Je vous lis le résumé si vous voulez. 2 mois après l'accident qui a laissé des dizaines de familles endeuillées, une étrange rumeur se répand dans le quartier. La nuit venue, un mystérieux train remonterait la ligne Kamakura avec à son bord les passagers disparus. Aussi invraisemblable soit-elle, comment laisser passer cette chance de revoir une dernière fois des êtres chers qui ne sont plus là? Tomoko pourrait dire au revoir à son fiancé, Yuichi se réconcilier avec son père, le jeune Kazuyuki déclarer sa flamme à son premier amour, et Misako comprendre son mari, le conducteur de train. Mais réussiront-ils à leur dire tout ce qu'ils ont sur le cœur avant de devoir faire leurs adieux? C'était un très beau roman, voilà. Après, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un sujet coup de cœur pour moi, mais c'était bien fait. C'est très empathique, c'est très... voilà, je vous le conseille, il est court en plus. Il fait 235 pages.
Et à chaque fois, on suit un personnage. Donc un chapitre est consacré à un personnage. Et il y a donc 5 chapitres, je crois. 4 4 seulement? Ah, je pensais 5. Non. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc très beau. Un peu onirique, un peu fantastique, un brin fantastique, mais juste ce qu'il faut. Donc voilà, il sort le 25. Et j'ai reçu quelque chose de chez Pocket. J'attends toujours de faire mes dossiers. Là, c'est vraiment un tout petit. C'est ça. Eric. C'est pas ça. Eric Orsena, la 5e saison. Il est sorti le 11 septembre. Oh, c'est Venise, ça. C'est Venise, on dirait, non? Lorsque se présente un énième paquebot et ses 8000 touristes, Venise se révolte. Elle arrête le temps. L'horloge de la place Saint-Marc reste bloquée sur 2 heures du matin. Le jour reviendra si les hommes reviennent à la raison. Du palais des Doges à la Fenice, l'affolement est général. Au cœur de cette nuit qui s'entête, apparaît un drôle de personnage. Vêtu d'une soutane, les cheveux roux, le timbre de voix décalé, il cherche ses musiciennes, toutes des orphelines. Ce prêtre, c'est Antonio Vivaldi, ressuscité par le chaos moderne, car désormais plus aucune frontière n'existe entre les vivants et les morts. Le compositeur a un projet, écrire un opéra pour réconcilier les éléments. Ce sera sa 5e saison. C'est fou. C'est marrant ce bouquin. Je l'ai pas du tout vu passer. Ça m'intrigue. Puis il est court, hein, il fait... il est court. Oh là là, il fait 135 pages. Il est tout petit. Il commence toujours sur la page de droite. Pourquoi pas? Oh, il y a même une partition. Allegretto non molto. Ok, bah écoutez, ma foi. Ah, c'est mignon parce qu'il y a à chaque fin de chapitre, il y a une petite note. C'est joli. Ou alors un petit monsieur qui navigue sur les flots. Et bah pourquoi pas. Merci Pocket. Qu'est-ce qu'on dit? Eric Orsena, oui, je connais le nom, bien sûr, mais je ne sais pas du tout qui c'est ce gars. Professeur de matière première. Co-fondateur de l'association internationale Initiative pour l'avenir des grands fleuves, Eric Orsena est membre de l'Académie française et ambassadeur de l'Institut Pasteur. Ok. Bah écoutez, si je ne l'avais pas eu entre les mains, je ne l'aurais pas eu entre les mains, je ne l'aurais pas vu et je ne vous l'aurais pas présenté. Est-ce que vous l'avez lu? J'ai jamais lu de Eric Orsena. Il a dû écrire des caisses de bouquins, le gars. C'est même pas écrit? Oh, mais il n'y a rien d'écrit. Eric Orsena, qui es-tu? Je crois que je confonds Eric Orsena et un autre gars connu, genre Michel Onfray. Rien à voir. Vous êtes posé sur mon ordinateur, j'espère qu'il n'y a pas trop de souffle. Mais normalement ça va. Ah si, je vois bien sa tête, très bien. 78 ans. Il a écrit plein de trucs. Les plaisirs secrets de la grammaire. Oh, j'aimais bien la grammaire quand j'étais petite. Ok. Le gars est une tête. Ok, le gars est une tête. Et donc ça, la 5e saison, ça a été publié chez qui? Ah, il est très mal noté sur Livre Addict. Robert Laffont, je ne l'ai pas du tout vu passer. Du tout. Il est très mal noté. Pourquoi il est très mal noté? Ok, les commentaires sont très très dithyrambiques. Donc du coup, bah... D'accord, le gars a écrit une encyclopédie en fait, voilà. Donc merci beaucoup Pocket, je vais pouvoir découvrir Eric Orsena de l'Académie française, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent de l'Académie française, c'est écrit de l'Académie française, comme de la comédie française, comme si c'était un argument de vente. Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, et puis merci Nami. On est jeudi soir et je viens vous parler des Mangeurs de nuit de Marie Charelle que j'ai terminé, qui était une lecture hyper intéressante qui m'avait été offerte par Audrey Boukine, dans laquelle nous suivons Anna, qui est une japonaise qui vit au Canada, qui est une japonaise de la 2e génération, Nisei, et sa mère est une Issei, parce que Ichi ça veut dire 1 en japonais, Ni ça veut dire 2. Donc première génération, 2e génération, c'est ces japonais qui ont fui leur pays après la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, pour se réfugier au Canada, pour épouser des hommes canadiens ou américains, tout ça, bref, et qui sont partis, donc, qui ont fui leur pays. Sa maman s'appelle Aika, et nous allons comprendre pourquoi elle a fui et qu'est-ce qu'elle va devenir. J'ai beaucoup aimé cette partie, vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant au niveau de l'histoire, du passé historique des Japonais. Ça, c'était super intéressant. Et puis Anna, qui est donc la fille de Aika, qui, elle, va
fuir aussi un peu à sa manière. Et à côté de ça, il y a un autre personnage qui s'appelle Jack, qui est un Creek Walker, qui est un gardien des forêts, voilà, si vous voulez, qui check un peu si tout va bien dans la nature, en gros. Et Anna et Jack vont se rencontrer. Je ne vous dis pas comment, ni quand, ni voilà, mais on se doute voilà, qu'ils vont se rencontrer. C'est un récit historique, je trouve, vraiment intéressant, surtout du point de vue de la mère de Anna, en fait, parce qu'il y a plein de passages qui étaient très très beaux, et, et qui étaient issus de ce moment-là. J'ai mis 2-3 post-it plutôt au début. Pourquoi ? Les creek walkers. On appelle les patrouilleurs ou encore les creek walkers, les marcheurs de ruisseaux. En contrat avec le gouvernement, chacun d'eux est chargé de recenser le nombre de saumons sur la zone de sa responsabilité. 3 fois par saison, ils visitent les mêmes endroits le long des fleuves, activant leur compteur. Clic, clic, clic. Grâce à ces informations, le ministère des Océans définit le quota de pêche pour l'année suivante. Les creek walkers sont des vigies. Voilà, ça c'était intéressant, je trouvais, au niveau de la définition. Et ah oui, les histoires, ah, ça c'est trop beau. Parce que le père de Anna, donc le mari de Aika, Aika et son mari s'entendent assez moyennement. Par contre, le père a un amour fou pour sa fille. Et il parle... bah, qu'est-ce que je peux vous dire il va tomber malade, son père. Je ne vous dis pas pourquoi, comment, ni l'issue de ça. Il tousse beaucoup. Et en fait, il raconte à sa fille que c'est parce que j'ai mangé trop d'histoires. Donc il dit, ah bon, elle dit, ah bon, comment ça se fait ? Bah, c'est les histoires en fait que j'ai trop dans mon ventre et qui veulent ressortir. Les histoires, elles errent dans le monde comme les akènes du pissenlit charriés par le vent. Elles se cognent à la canopée, brisent leurs petites ailes fragiles. Beaucoup se perdent dans le désert ou se noient dans l'océan, sauf si quelqu'un les sauve. Alors Anna dit, il faut les sauver, mais comment ? Son père répond, en laissant les histoires entrer en soi. Sais-tu ce qui se passe alors ? Elles te guérissent de l'intérieur, comme un médicament. Leurs ailes chatouillent un peu la première fois, mais on s'y habitue. On accueille les histoires, puis on les libère en les racontant, de façon à ce qu'elles réparent d'autres que soi. J'ai trouvé cette métaphore et cette explication très très belle. Et très belle et très juste. Et voilà. La plume de l'autrice est super belle. J'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé un tout petit peu de Michel Jean Maïkan dans ce bouquin-là parce qu'il parle justement des enfants arrachés à leur famille, élevés dans des pensionnats atroces. Il en parle un peu. Alors, je sais. Ah oui, j'avais mis un. J'avais cornouillé. Oui. Ah, mais je peux pas en parler parce que ça spoil un peu. Mais enfin, ça spoil pas les personnages, mais il parle de ça, mais là, il cite des personnages et ça va spoiler. Donc je vais juste mettre un post-it là. Mais il parle un petit peu de ces pensionnats. Terrible. Donc j'ai pensé direct à Maïkan de Michel Jean. C'est super bien écrit, c'est très très bien écrit. Je l'ai dégommé, il se lit tout seul, vraiment c'est un bonheur. Je serais passée à côté si Audrey ne me l'avait pas offert, donc merci beaucoup Audrey. C'est le premier de l'autrice. Elle avait écrit aussi Les Danseurs de l'Aube, voilà. C'était les deux sont chez l'Observatoire et vraiment celui-là était très très beau. J'ai beaucoup aimé. La fin est particulière. Il y a vraiment une espèce d'ode à la nature, le rapport à l'animal aussi, à l'étendue de nature en fait qu'il peut y avoir. Et c'était super beau. Donc un côté historique, un côté, oh, je vais pas dire nature writing, mais nature et un côté contemporain, histoire personnelle d'Anna, racines, déracinement, rencontre, donc très beau, vraiment très 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 beau. Voilà, Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle. Et ensuite, j'ai lu et terminé La honte de Arthur Tuominen, qui est le dernier de l'auteur. J'avais adoré Tous les silences. Et là, pour son dernier, il va chercher, il va creuser un petit peu Internet et les réseaux de disparition de jeunes filles à travers peut-être des sites internet. Enfin, je n'en dis pas plus. On a plusieurs personnages qui ont presque le même nom. J'ai un peu eu de mal au début. Il y a Linda, qui est inspectrice, qui a une fille qui s'appelle Linnea. Et Linnea est dans la même école que Laura, qui est une jeune fille qui disparaît au début de l'histoire. Voilà, donc Linda, Linnea, Laura, j'ai un peu eu du mal au début. Après, ça va mieux. Mais voilà, ce qui est super, c'est que Linda, l'inspectrice, est très humaine. Elle a une fille. Ça m'a fait penser, c'était lequel que j'avais lu Ah mince, où elle avait 3 enfants, elle avait des problèmes de mère à côté de son boulot, quoi. Je l'ai lu il y a pas longtemps, c'était quoi, mince.
je sais plus, bref. Et j'avais trouvé que ça rendait le personnage principal très humain, le fait de connaître un petit peu son passé, son histoire, son quotidien aussi avec ses enfants, tout ça. Et ben là, c'est un petit peu pareil. D'autant que sa fille Linnea est un petit peu en parallèle de cette histoire parce qu'elle est dans la même école que celle qui a disparu. Donc Linda essaie absolument d'en savoir plus sur ces relations entre Linnea et Laura. Voilà, les profs, tout ça, est-ce que vous avez vu des choses, les amis, la famille, tout ça. Donc très intéressant. Et il y a des passages en italique qui nous font découvrir le passé de Linda, le passé de mannequin. Elle a arrêté et on sent qu'elle a des problèmes aussi avec sa mère. Elles sont très distantes, il y a l'alcool qui rentre en jeu de compte aussi, en ligne de compte. Donc voilà, en fait, Arthur Tuominen, il ne se contente pas de raconter son enquête et de dérouler le fil de son histoire, il va chercher vraiment loin dans les personnages. Ils sont bien creusés, c'est aussi pour ça qu'il fait 400 pages, mais vraiment, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Ça se lit tout seul, mais vraiment, vraiment tout seul. Je l'ai commencé hier. Non, je ne l'ai pas commencé hier. Mardi soir. Non, mercredi. Non, mais si, hier. Mais oui, hier. Je l'ai commencé hier. J'ai lu 250 pages presque d'une traite. Et je l'ai fini ce matin. Voilà. Donc, vraiment, en 2 fois, c'était bouclé. J'ai eu du temps, j'étais toute seule à la maison, tout ça. Après, j'étais dans les transports mercredi, donc j'avais le temps. Mais vraiment, il se dévore. Dans la lignée de tous les silences, pas du tout la même enquête, mais dans la lignée des personnages creusés de ce qu'il fait, en fait. Donc, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, je suis trop contente. Donc, j'ai hâte de prochainement rencontrer l'auteur. Voilà, je vous en dirai plus. Et puis trop cool, trop bien. Donc, alors, il y a des disparitions, je ne vous ai pas trop raconté l'enquête, mais il y a des disparitions, dont une disparition, celle de Laura, qui rentre dans une espèce de masse d'autres disparues, de jeunes filles disparues. Il y a quelques années, ou il y a quelques dizaines d'années aussi, on sent qu'il va y avoir en fait tout un réseau autour de ça sur Internet. Quelqu'un qui accrocherait les filles via un pseudonyme. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà trop dit, je m'excuse, mais voilà, c'était vachement bien, c'était trop bien. J'y suis allée tranquille, j'ai bien pris le temps, je me suis posée au début de bien noter les personnages et tout ça, et après, bloup, ça file quoi, donc trop bien, trop contente, trop contente. Et je suis actuellement dans l'affaire de la rue Transnonan. Et j'hallucine un peu parce que c'est hyper intéressant. J'en doutais pas, mais voilà, j'ai lu ça, c'est pas beaucoup. Et j'ai déjà mis tout ça de post-it. Je sais pas si on voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis 9 post-it en 82 pages. Il est gros, il fait 460 pages. Alors, c'est narré comme un true crime. Moi, j'ai cette sensation-là. Donc, c'est très creusé. On est dans la rue Transnonain, anciennement rue Transnonain, nouvellement rue Beaubourg, je crois. Je vous l'avais dit avant, il me semble. Avec un jeune couple qui s'appelle Annette et Louis. Ils sont au lit, ils sont très amoureux, tout ça. Et puis, il y a la révolte, il y a la guerre aux portes de leur appartement dans Paris. Enfin, voilà, c'est une espèce d'émeute. C'est la colère du peuple, la monarchie qui réprime de plus en plus durement les émeutes qui gagnent le pays. On est en avril et les policiers vont débarquer dans cet immeuble et faire un carnage. Et en fait, le problème, c'est que politiquement, c'est pas du tout bon pour leur image. Donc, ils vont essayer, les politiques, de retourner un petit peu l'affaire contre eux, enfin, en leur faveur, en disant non, mais ces civils-là, c'est eux qui se sont attaqués à la garde, en fait. Voilà. Et alors, je vous dis ça, c'est très très vite fait, et peut-être que certains savent plus de choses que moi, c'est très probable. Mais moi, je découvre cette affaire et je trouve ça hyper intéressant. Donc, il y a une partie, on va dire, fictive, où on suit Annette, Louis, je vous dis pas la suite, mais on suit un peu plus Annette parce qu'elle est prostituée. Et on va suivre un petit peu sa trace parce qu'elle va avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Et donc ça, c'est plutôt fictionnel, fictionnalisé, romancé, bref. Voilà. Donc je pense pas que l'auteur ait découvert exactement qu'elle était habillée comme ça, qu'elle pensait à ça, qu'elle a marché là-bas. Enfin voilà. Il y a tout un côté romancé très intéressant. Il y a le côté vraiment, alors romancé aussi, mais très politico-historique quand même, des faits, mais des faits romancés par les personnages qui composent le roman, à savoir, comment s'appelle le gars? Comment s'appelle le président? Mais si, je le sais en plus. Il a un nom vachement connu. Thiers. Adolphe Thiers. Non, Auguste Thiers. Oh. Non, je pense que...
Adolphe, c'est pas un prénom grave en 1830. Le prénom Adolphe n'a pas la même signification avant et après 45, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il s'appelle Adolphe Thiers. Je vais le trouver, hein. Je l'ai rencontré 12 fois depuis le début de ma lecture, mais je crois que c'est ça. Honte à moi, honte à moi. Adolphe Thiers, tout à fait. Donc il a été président de la République, le monsieur, mais en 1934, il n'est pas encore président. Il est dans la politique, je ne sais pas s'il est préfet, sénateur, député, je ne sais pas trop, mais j'y travaille. et donc, ça n'arrange pas du tout son image d'avoir vu, d'être au cœur de cette affaire. Donc il voudrait la résoudre, mais la résoudre bien et dans son sens. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Je vais peut-être vous relire ou me relire le résumé. Donc il y a des émeutes, les victimes sont des vieillards, des femmes et des enfants. Et oui, le préfet de police lance l'agent Joseph Lutz sur la trace de Annette. Voilà. Donc moi j'en suis là. Joseph est plutôt côté politique, plutôt côté de l'État, et il va essayer de trouver le maillon faible chez Annette pour avoir une accusation, des preuves qui accusent Annette à tort et donc qui accusent les civils de la rue du Transnonain. Voilà, bref. J'aime beaucoup, c'est bien écrit. Et puis il y a une petite partie où c'est l'auteur qui prend la parole et qui raconte comment est-ce qu'il a vu cette rue-là, comment est-ce qu'il a eu vent de cette affaire, comment est-ce qu'il s'est renseigné. Donc c'est super intéressant. Vraiment, c'est très 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 intéressant. Merci la tribu pour celui-là. Je l'avais vu passer. Et quand j'avais demandé il y a quelques mois des titres de romans sans enquête, mais avec une enquête hyper prenante, on m'avait recommandé ça. Il y a 2 personnes qui m'avaient recommandé celui-là. Et je m'étais dit, tiens, et j'adore les couvertures. Elles sont toutes identiques, mais c'est les couleurs qui changent. Mais il y a toujours ce truc arraché qui fait un peu... Voilà. Et alors la tribu, ils disent en petite phrase, la littérature défendue par la tribu, comme un électrochoc, c'est l'émotion du premier battement de cœur. Parce que ça fait un... Et effectivement, c'est très impactant. Alors, il y en a un nouveau qui s'appelle Les Grands Vivants, je crois, je vous en ai parlé, qui me tente aussi pas mal. Donc, à voir. Mais en tout cas, celui-là, je suis bien partie. Donc là, j'ai le temps un petit peu de lire. Ce week-end, j'ai le temps de lire aussi demain soir, samedi soir. Donc, je pense, normalement, qu'il fait 460 pages quand même. Dimanche soir, ce qui serait cool, c'est que je l'ai fini. Ça serait trop cool. Parce que lundi, je commence Les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio, qui est dans ma palle depuis 2021. C'est le plus vieux livre de ma palle. Non, alors le plus vieux, c'est Le Bouc émissaire, qui est quand même de 1957, je crois. Mais je l'avais pas en 1957, on est d'accord. Et du coup, Les Prisonniers de la Liberté, ça fait 4 ans que Pocket me l'a envoyé. Et que j'ai fait, ah cool. Voilà. Donc je lis ce soir et je vous reprends demain. Demain, c'est vendredi, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est déjà vendredi, que demain c'est samedi. J'ai un week-end hyper chargé. Avec mon fils, on va faire plein de trucs. On va avoir des locomotives, on va faire des Lego, on va faire de la musique, on va faire plein de trucs. Mais on va prendre les transports et on m'appelle. Je vous reprends une seconde, je suis désolée de l'image, c'est Séverine, je suis en train de regarder le Read With Me de Séverine, et je lis mon bouquin, je suis page 89 et je viens de remettre un énième post-it, parce qu'en fait on est donc avec Joseph Lutz qui se charge de l'affaire de la rue Transnonain. D'ailleurs Séverine dit que dans le chat et sur le Read With Me, il y a beaucoup de gens qui ont eu un gros coup de cœur pour celui-là, donc je suis très très contente. Et en fait, donc, je vous le lis parce que la façon dont c'est amené nous accapare tout de suite, c'est super intéressant. Lutz a raison. En fait, Lutz, j'ai l'impression qu'il est un peu dérangé de la cervelle quand même, le gars. Il a fait un malaise en face du 36, tout ça. Enfin, en face du quai des Orfèvres, ça s'appelle pas encore le 36. Il était trempé, tout ça, il se rappelle pas de ce qui s'est passé. Il est récupéré par un médecin et il dit, il y a un problème, vous avez un souci, quoi. Et il dit, il y a des plaies invisibles, Joseph, qui affectent la raison sans qu'on sache encore comment. Mais la médecine progresse beaucoup sur ces questions-là. Quel genre de blessure? Celle qu'on garde pour soi. Et l'autre répond, je crois que c'est surtout votre fréquentation des morts qui vous fait divaguer, docteur. Chacun ses obsessions, mon cher. Et là, on sent qu'il y a quand même un truc vachement humain, en fait, qui se passe dans ce récit très, très documenté et tout. Et il dit, Lutz a raison sur un point. Parent, donc P-A, accent circonflexe, n'est pas un médecin ordinaire. Quand il était encore un carabin, le spectacle de la souffrance le faisait s'évanouir. Considérant ses incontestables qualités intellectuelles, l'Académie de médecine lui a octroyé une chaire, C-H-A-I-R-E,
à l'université. Nouvel échec. Il déteste tout autant prendre la parole en public et se soucie peu d'instruire ses étudiants. Il n'y a qu'une seule chose que ce drôle de docteur sache faire, au point d'en être devenu un expert, étudier la mort. Ses pairs l'ont finalement dirigé vers le département d'anatomie de l'école de médecine, où il ne pratique plus que sur les cadavres. À côté de cela, il s'est intéressé à l'hygiène publique et en particulier aux égouts. Ses mémoires sur les clos d'équarrissage, le traitement des chairs en décomposition ou l'écoulement des eaux corrompues font autorité. Lutz est son unique patient. Il l'a rencontré au moment où il dirigeait des travaux sur la prostitution, etc., etc. Mais c'est juste en un petit paragraphe comme ça, il nous trace direct le parcours du gars, quoi. Et on est bien. Et c'est trop bien. Donc j'aime beaucoup. Voilà, je continue. Et je suis en même temps dans le Read With Me de Séverine. On est vendredi soir. Vous êtes posé sur mon PC. Je vous prends pas très longtemps. Je suis en plein dans l'affaire de la rue Transnonain. J'ai passé la moitié. C'est génial. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Très intéressant. Je sais pas si ça peut être un coup de cœur, mais c'est hyper riche et très dense et très très intéressant, vachement immersif. J'adore, c'est tout ce que j'aime. Il y a une semaine, je vous disais que au Stade de France, au mois de juillet, System of a Down était en concert avec Queens of the Stone Age et un autre groupe. Et j'ai vu que, en fait, j'ai reçu un mail, comme ça, un mail pub, disant Paris, Ticketmaster, je sais pas quoi, pré-vente, System of a Down. Je dis à mon mari, bon, qu'est-ce qu'on fait? Les places sont un peu plus chères, mais on en prend. Allez, on en prend. On en a pris 2, donc j'ai 2 places. Et là, je viens de voir, parce que les billets ont été mis en vente aujourd'hui, que c'est complet. Le Stade de France est complet en une demi-journée. Ils ont ouvert une deuxième date, le 4 juillet. C'est complet aussi. Le seul truc qui reste, c'est la pelouse dans le Carré Or à 183 €. Sinon, ils ont rempli 2 stades de France, les mecs. Tu sens les quarantenaires qui avaient besoin de système en concert. C'est ouf. Donc je suis contente parce que je crois que si j'étais pas passée par Ticketmaster machin, et ben j'aurais pas eu de place. Donc je suis très contente parce que je vais voir System of a Down. Le 2 juillet, je ne suis pas là. Oubliez-moi. Ça va être trop bien. Il n'y a plus de cours, donc je suis en vacances, enfin presque en vacances. Et voilà, je suis contente. Quand même, je suis contente. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais c'est assez fou. Sinon, j'ai regardé quelques vidéos. Enfin, je regarde des vidéos de toute façon. Notamment celle de Séverine, il est bien ce livre. Je regarde ses vlogs et tout, j'aime bien. Et qui je regarde. Et j'ai commencé à regarder aussi celle de Flowfly sur la rentrée littéraire, puisqu'il lit toujours plein de trucs. Donc j'aime bien. Et même si c'est pas forcément des trucs que je lis, il en parle très bien. Donc je suis assez fan de la façon dont il a de synopsiser les livres. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je lis un petit peu, je regarde un peu moins Margot Lisos, j'avoue, parce que je la connais depuis 10 ans, presque, je la suis depuis presque 10 ans. Ça a été une des premières booktubeuses que j'ai suivies. Et je la connais, et on n'a vraiment pas beaucoup de lectures en commun. Et puis voilà, et je me dis, bon, je la connais, je sais comment elle fonctionne au niveau de ses pioches à lire, au niveau de les saisons, tout ça, de ce qu'elle aime lire et tout. Et du coup, de temps en temps, je regarde 5 minutes, 10 minutes, mais sinon pas trop. Et qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Alors, je regarde plein de vlogs de japonaises, j'adore ça, qui vivent leur petite vie à Tokyo, tout ça. Ça me détend beaucoup. J'ai regardé certaines pales du Pumpkin Autumn Challenge, et j'ai acheté un livre. Ça y est, le bail est terminé, nous sommes le 19, j'ai acheté un livre. Enfin, j'avais déjà acheté l'Arabe des 4 saisons. Donc. J'ai acheté Noblesse oblige de Maïwen Alix, parce qu'il me tentait. Et parce que des commentaires que j'ai eus, tant sur Insta que sur YouTube, les gens sont plutôt positifs et j'ai tendance à faire confiance à ces gens-là. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. J'avais un bon chez Gibert. Et du coup, je l'ai utilisé. J'ai pas tout utilisé parce qu'il était même d'occasion, donc j'ai pu l'acheter d'occasion. Mais je suis contente, donc je vais aller récupérer chez Gibert. Et je le programmerai. Il est cool. Non, il fait 400 pages quand même. 400 pages, et je vais le lire quand? Je vais pas le lire en septembre. Mauvais plan, parce que septembre est déjà très très entamé. Et pour octobre, on lit quoi? Allez. Pour octobre, oh là là, Notion, dépêche-toi.
j'ai plusieurs lectures communes avec Estelle, notamment le bouc émissaire de Daphné du Maurier, Une fille j'ai embrassé de Emma Donoghue, qui était sortie chez Pocket pour la rentrée littéraire. Ah bah celui-là, non, je peux pas le lire, je ne l'ai pas, ça ne sert à rien. Ah mais vous êtes sur l'ordi, donc je ne vois pas. Donc, voilà. Et c'est tout. Mais en octobre, je veux lire aussi Sombre Solstice, le tome 2, Tante Dimitri, le tome 4, et L'Oiseleuse de la Reine, que je reçois la semaine prochaine. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis début octobre, il me semble. Donc, je vais mettre début octobre comme ça. Et en novembre, je lis... Il est où? Ah oui. En novembre, on lit L'Archipel des Oubliés. Pas du tout. On lit Les Guerriers de l'Hiver avec Estelle. Mais L'Archipel des Oubliés, on devait le lire aussi. Bah, peut-être novembre, je lui dirai. On verra. Bref, voilà. Donc, pour l'instant, en octobre, j'ai 5 livres à lire. C'est rien. On voit beaucoup. En sachant que là, j'en ai déjà lu 8. Voilà. Romans. C'est pas mal. Je suis dans les temps, en sachant que j'ai lu des pavés quand même, hein, parce que Zéphyr Alama 600 pages. Bah, La Honte, 400 pages. Celui que je lis, il fait 460 pages. Et après, je lis Les Prisonniers de la Liberté, 780 pages. Donc, je devrais finir le mois tranquillou avec Luca. Mais je vais peut-être essayer. Je pense que dès que je reçois L'Oiseleuse de la Reine, je l'attaque. Enfin, je finis ma lecture en cours et je l'attaque. Tante Dimitri, il sort quand? Le 17 octobre. Ah, bah, j'ai le temps, ça va. Parce que L'Oiseleuse sort le 26. Et ouais, c'est la semaine prochaine. Je l'aurais pas lu pour la sortie. Ah, non. Ah oui, il y a Baudelaire aussi, de Nadine Monfils, que j'ai envie de lire. Il y a le nouveau Cyril Carrère, Le Crépuscule de la Veuve, je sais pas quoi, j'ai pas écrit tout le titre. Et j'ai demandé Bunny chez HarperCollins, qui est un roman qui a l'air complètement barré. Je vais peut-être vous trouver un résumé. Ça a l'air particulièrement barré. Les nouveautés, non, ce n'est pas encore sorti. Est-ce qu'ils ont collection? J'en sais rien, collection. Hein. Livre, apparaître. Apparaître, c'est tout? Ah oui, d'accord, ok. Donc si je mets Bunny chez Livre Addict, je l'avais vu celui-là passer genre en juin. Parce qu'il me semble que HarperCollins avait fait une story en disant, en essayant de faire deviner le roman best-seller qu'ils avaient traduit, qu'ils allaient faire publier. Et du coup, je l'ai demandé, de Mona Howard. Il est sorti en 2019. Voilà, il sort le 15 octobre chez HarperCollins. Il fait 448 pages quand même. Je ne le savais pas. Ah oui, il faut que je me le programme aussi. Bon. Est-ce que je vous lis le résumé. C'est là que j'ai entendu le bruissement, le son net des feuilles remuées, écrasées. Une ombre s'est allongée, 2 ombres, 3, 4, 7, émergeant des buissons. J'ai fermé les yeux, j'ai attendu que l'inévitable s'abatte sur moi, que la lame atteigne mon cou. Faites ça vite, je vous en prie. J'ai dit salut à ma mère au paradis, j'allais la rejoindre bientôt. Elle a secoué la tête. T'es niaiseuse de sortir quand il fait noir pour aller voir ces connes-là. Tu mérites ton sort, a-t-elle dit. Mais oui, on se voit bientôt. Quand Samantha accepte l'invitation à une soirée organisée par 4 filles un peu sinistres, elle plonge sans le savoir dans un monde inquiétant entre le conte de fées et l'histoire d'horreur. Un livre sur la solitude, l'amitié et le besoin d'appartenance, rempli d'humour et de magie, noire toutes les deux. Voilà, je me suis dit, allez, c'est parti, pourquoi pas. Et il a bonne presse a priori, donc on verra bien. Il y en a qui l'ont déjà lu, OVNI littéraire. Pas sûr d'avoir tout capté, mais c'était très original, ok. Comme un bon film d'horreur. Ça pourrait donner lieu à un bon film. Ah ok, donc un peu Dark Academia, pourquoi pas. Étrange concept de création, pas facile à conseiller, je reste dubitative. Je pense que ça doit être un peu un ovni, effectivement. Ok, pourquoi pas. Mais je suis curieuse. Vraiment, je suis curieuse, voilà. Donc je vous dirai ça de toute façon, mais je vais essayer de me le caler quand même. Ouais, si je demande des bouquins, il faut que je les lise. Donc peut-être en octobre. Celui qui sort le 15 octobre. Ah oui, j'ai noté aussi. Mais ça compte pas. C'est L'enfance du Père Noël par Benjamin Lacombe.
Il sort le 15 octobre. Faudrait que je vous trouve un visuel. L'enfance du Père Noël. Oh mon Dieu, qu'il est beau! Attendez. Regardez-moi la beauté. Il fait un calendrier en plus. Oh. Regardez-moi ça, comme c'est mignon! Je veux! Je veux! Et du coup, si je fais ça, l'enfance du Père Noël. Oh non, pas Amazon. L'école des loisirs, magnifique. Mais c'est peut-être pas du tout Benjamin. Ah si, c'est ça. Ok. Apparaître. Non, merci. 3-6 ans en plus. Je pourrais même lui lire à mon fils. Oh. Dans cette collection. Magnifique. Magnifique. Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, évidemment. Trop bien. Donc voilà pour les sorties. Je vais essayer de me caler. Allez, je me mets Baudelaire en octobre. Je me mets Bunny en octobre. Hop, un série en dessous. Et Cyril Carrère, je l'aurais bien vu en dédicace quand même pour lui prendre sur place, ce serait pas mal. À voir, je pense qu'il n'est pas au FSN. Peut-être qu'il sera à noir sur en meçon, ça serait pas mal. Je crois qu'il y était l'an dernier. Je me demande s'il n'y est pas tous les ans. Donc à voir, parce qu'il y a ça aussi, je vais aller au Festival Sans Nom. Alors Festival Sans Nom, pour l'instant, les noms, tous les noms ne sont pas sortis. Et parmi les noms, j'ai une dédicace à faire. Complètement. Donc ça va, c'est pas la folie. Il y en a une que je veux voir. Et les autres... Ah, deux. Deux. Sinon, non, j'ai pas besoin. Je vais dire bonjour, quoi, mais voilà. Après, vu que je suis jury, on va avoir la soirée de remise, donc on va pouvoir discuter un petit peu avec les auteurs, ça va être cool. Mais j'ai deux autrices à voir, à faire dédicacer, c'est tout. Noir sur Ormesson. Je ne sais pas si c'est déjà sorti. 15 et 16 novembre 2025, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Je me demande si c'est pas Hergé et Laurie le parrain. Ou Sir Cédric. Noir sur Ormesson. Non, on ne sait rien du tout. On ne sait rien. On sait juste que c'est le 15 et le 16 novembre. Donc je vais me le noter. 15 et 16 novembre, il n'y a rien a priori. Donc voilà, donc ça va être cool. Mais en tout cas, ouais, pour le planning, je mets Baudelaire et Bunny. Et Tandimiti aussi. Oh. Allez, Tandimiti. Allez. Ah bah je l'avais déjà mis. Voilà. Donc ça fait 3, 6, 7. Ça va. Voilà, je vous reprends demain. Comme ça, j'aurai peut-être avancé l'affaire de la rue machin truc. Et puis je viendrai conclure ce vlog. Nous sommes samedi midi et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Niveau lecture, je suis donc dans 2 lectures. En papier, l'affaire de la rue Transnonain de Jérôme Chantreau, qui est hyper intéressant. Vraiment hyper intéressant. Je suis à la page 278. Il m'en reste 100... Non, il en fait 460. 180, voilà, il m'en reste 180. Je vais en avancer là aujourd'hui. Ce soir, j'ai le temps. Demain matin, selon mon fils, on verra. Demain soir, dans l'idéal, je l'ai fini. Dans l'idéal, si c'est lundi, c'est pas grave. Je vous ai pitché un petit peu le résumé et ce qu'on trouve un peu dans ce bouquin. J'ai mis des post-it, j'ai continué à en mettre un peu moins parce que c'est vraiment le début qui, moi, j'avais besoin de post-it pour vraiment ancrer les faits dans ma mémoire et les noms des personnages. Là, on est vraiment à fond dans le récit avec Annette et avec Joseph Lutz qui part à la recherche d'Annette. Et puis, on va dans le passé de Louis
Bréfort, je crois, qui est un personnage important de l'histoire. Et puis Joseph va interroger les personnes qui connaissent Louis pour se rapprocher d'Annette, en fait, parce que Louis et Annette étaient amants. Et donc on est dans cette espèce de course-poursuite à la recherche de Annette. Et en parallèle, on découvre donc l'enfance de Louis, l'enfance d'Annette, l'enfance de Joseph. Donc on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Donc il y a un gros travail de creusement des personnages pour être au plus près de cette histoire-là. Et c'est super, super intéressant, quoi. Franchement, j'ai eu beaucoup de temps hier, beaucoup plus que prévu, pour lire. Donc j'ai lu 178 pages du coup hier. Et c'était cool. Hier soir, j'ai pas trop... Si, j'ai lu un petit peu, mais j'étais pas trop d'humeur. Donc je verrai, mais c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. Et je suis trop contente. Donc voilà, pour la faire de la retrans maintenant. En audio, je vous le mettrai là. J'écoute Par où entre la lumière de Joyce Maynard. Je suis bien. Il me reste 10 ou 9 heures d'écoute, je crois. Je suis donc avec Eleanor, qui maintenant a 60 ans, et qui est grand-mère. Voilà. C'est pas trop du spoil, parce qu'en fait, je vais reprendre les propos de Séverine. Il est bien ce livre qui dit qu'au début du tome 1, donc au début de Où vivaient les gens heureux, on commence par un mariage. Et au début du tome 2, par Entre la lumière, on commence par un enterrement. Je ne vous dis pas lequel. Si vous avez lu le tome 1, vous allez retrouver des flashbacks du tome 1, des choses un peu plus approfondies, des choses qui se répètent peut-être un peu aussi, mais c'est pas grave, moi ça me dérange absolument pas, parce que je m'en imprègne un peu plus. Si vous n'avez pas lu le tome 1, c'est dommage de commencer par celui-là, parce que vous n'avez pas toute l'essence d'Eleanor et son lien avec ses enfants, et son lien avec son mari, et son lien avec son passé, et comment elle va se construire avec ça, comment elle va se construire avec ses enfants, mais aussi en tant que femme, comment être mère et femme, comment être épouse, comment ne pas s'oublier soi-même, comment tout donner à ses enfants sans s'oublier, quel choix est-ce qu'on peut faire, quel choix est-ce qu'on ne peut pas faire et qui nous tombe sur le coin de la tronche. Eleanor va vivre un drame. Je ne vous en dis pas plus. Si vous avez lu le tome 1, vous savez de quoi il s'agit. Ce drame la suit et la suivra toute sa vie, malgré qu'elle avance, malgré que des choses se passent, des choses s'améliorent. Elle aura toujours en tête cette chose-là qui est arrivée. C'est bien écrit, c'est réfléchissant. Et c'est hyper intéressant. Je regrette de ne pas pouvoir mettre de post-it manteau quand j'écoute, parce que je suis en voiture, donc c'est pas pratique, mais plein de choses sont importantes. Et j'ai un autre regard sur Eleanor maintenant qu'elle est grand-mère, finalement, qu'elle est plus vieille, elle a 60 ans. Elle a aussi, elle, une autre maturité par rapport au lien avec ses enfants, par rapport à sa vie, par rapport au choix qu'elle a fait aussi. Et elle a gagné en maturité. Et nous aussi, finalement, on mûrit avec elle. C'est très intéressant, j'adore. La semaine prochaine, Joyce Maynard est à la librairie Le Divan, je vais y aller. Il faut d'ailleurs que je me renseigne pour savoir si c'est à réserver ou pas. Et je me procurerai le livre là-bas, je pense. Donc voilà, j'ai très hâte de la réentendre parler, de ce personnage d'Eleanor, de la revoir, de faire dédicacer le tome 2. J'ai trop hâte, ça va être... Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi comme d'habitude ce que vous lisez, qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous tentent, est-ce que vous avez eu des coups de cœur récemment, est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous êtes au livre dans la boucle, parce que j'ai vu qu'à Besançon il y a le livre dans la boucle, est-ce que vous êtes allé à Nancy, est-ce que vous irez à d'autres salons prochains ou à d'autres rencontres, événements avec des auteurs ou des autrices. Voilà, dites-moi tout. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée. Bref, à très vite et très belle lecture à vous. À bientôt.